Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième point lecture pour le mois d'août. Comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, pour le mois d'août j'ai décidé de participer au challenge Pâle en déroute qui est organisé par Alex Bookin en Prada. Et le but c'était du coup de lire un livre par jour au mois d'août et c'est effectivement ce que j'ai tenu. Aujourd'hui je vais donc vous parler de 7 romans ainsi que d'une bande dessinée et j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous verrez que j'ai quand même fait quelques très chouettes lectures, il y a deux petits coups de cœur quand même dans cette vidéo. Je démarre tout de suite et je démarre fort avec justement l'un de ces deux petits coups de cœur puisqu'il s'agit du tome 2 de Tant qu'il le faudra par Cordelia. J'avais lu le tome 1 à peu près à sa sortie, donc il y a un peu plus de 2 ans, et j'avais pas mal laissé traîner ce tome 2, surtout que je voyais que la date de sortie du tome 3 était pas mal repoussée, donc c'est vrai que j'attendais un petit peu aussi d'avoir des nouvelles de ce côté-là. Sauf que maintenant le tome 3 est sorti depuis quand même quelques mois, donc ça fait quelques mois que je me dis qu'il est grand temps de me lancer là-dedans. Et c'est vrai que de prime abord ça paraît pas forcément être le meilleur livre à lire dans un challenge comme ça de un livre par jour, parce qu'il fait quand même 590 pages. Mais c'est un récit qui est tellement captivant que je l'ai littéralement dévoré. Ça m'a également permis de valider l'espèce de catégorie bonus qui était de passer toute une soirée à lire, puisque voilà, clairement j'étais complètement prise dedans, je ne pouvais plus le lâcher. Si jamais vous êtes comme moi encore un peu dans votre phase Heartstopper, qu'elle n'est pas tout à fait passée depuis la sortie de la saison 2, et que vous avez envie de rester un peu dans cette vibe là d'un groupe d'amis LGBT, etc., avec un récit assez lumineux mais qui traite aussi de sujets un petit peu plus compliqués, et bien pourquoi pas vous lancer du coup dans Tant qu'il le faudra pour une version un petit peu plus adulte, puisqu'ici nos personnages sont des jeunes adultes qui font partie d'une association LGBT qui s'appelle OMAG et dont le but est de sortir du coup un magazine autour de thématiques LGBT. On suit donc tout un groupe de personnages. Dans ce roman-ci, on a de nombreux points de vue, on en découvrait déjà une bonne partie. Cordelia a fait de très nombreuses fiches de personnages qui permettent vraiment de bien resituer tout le monde, et c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment très pratique. On a du coup des personnages qui vont représenter un petit peu tous les différents aspects du spectre queer, et c'était vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié. J'étais complètement prise dedans, et alors grosse surprise, dans le tome 1 on découvre du coup le personnage de Harry qui est un personnage trans. Et dans le tome 1, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, mais je dois dire qu'il m'a vraiment beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé voir son point de vue dans ce tome 2, et il est l'une des raisons principales, je pense, de ce petit coup de cœur que j'ai eu. À côté de ça, donc on voit effectivement tous ces personnages, on voit leurs histoires d'amour, mais on voit également leurs histoires familiales qui sont pas forcément faciles, voire très compliquées parfois. Donc autant dire que j'ai hâte de lire le tome 3 qui me semblait encore un petit peu plus long. Ensuite, j'ai lu L'épée, la famine et la peste par Aurélie Wallenstein, c'est publié aux éditions Scrinéo. Donc ici c'est le premier tome, c'est une série qui est terminée en 2 tomes. C'était l'un des derniers titres qui me restait à lire pour le PLIB, donc c'est un des finalistes de la catégorie adulte. Je partais pas forcément sur ce roman-là parce que c'est vrai que comme Aurélie Wallenstein a déjà gagné, tout comme Ariel Holz a déjà gagné et qu'il est cette année dans les finalistes jeunesse, c'est vrai que ce sont deux auteurs du coup que j'ai pas forcément envie de mettre en avant. J'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne pour permettre à un autre auteur en fait voilà de connaître cette belle mise en avant qui est quand même une victoire du PLIB. Dans ce récit-là du coup on est sur un récit de fantasy qui est quand même assez sombre, dans lequel on va suivre 3 personnages différents. On a tout d'abord une jeune fille qui essaye un petit peu de se débrouiller comme elle peut en sachant qu'elle est considérée comme étant une sorcière. On a d'autre part un jeune garçon qui est assez timide, qui va mettre un casque de loup en fer forgé sur sa tête et qui ne va plus jamais réussir à l'enlever. Et puis on a notre dernier personnage qui est une sorte d'ancien mercenaire qui a eu un passé très sombre et très sanglant et qui décide un petit peu de se repentir et de changer de vie pour sauver son fils. On a donc ces 3 personnages qui sont pas mal en marge de cette société hyper violente et qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent et qui vont être amenés du coup à se regrouper pour faire un bout de chemin ensemble. C'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié, même si j'ai mis un petit peu de temps à entrer dedans au départ. J'ai été pas mal prise dans la suite, il y a quelques bonnes surprises. C'est un titre qui est assez original, ça mêle quand même pas mal de choses qui font penser à l'Inquisition, la chasse aux sorcières, etc. Avec la thématique des chasses aux sorcières, du coup on a quand même aussi un message féministe qui est proposé en sous-ton. Donc voilà, pas mal de choses vraiment positives pour ce récit-là. Le vrai point négatif finalement que j'ai eu à la lecture, c'est que je regrette l'absence de trigger warning quelque part dans ce récit. Pour moi ça mériterait vraiment que ce soit précisé quelque part, puisqu'on a quand même des viols, des tentatives de viol, beaucoup de violences, de meurtres assez sanglants, etc. Et je trouve ça dommage du coup que le lecteur ne soit pas plus prévenu que ça et que ce soit pas plus mis en avant. En tout cas, malgré ça, ça a quand même été une très bonne lecture, et au stade où j'en suis, il me reste un seul finaliste à lire en adulte, mais pour l'instant c'est celui-ci mon préféré. Du coup je suis un petit peu embêtée.
Ensuite on va parler de mon deuxième coup de cœur de cette vidéo et pour le coup ça a vraiment été un coup de cœur, j'ai vraiment adoré ma lecture et il s'agit du coup de I Was Born for This par Alice Oseman. J'ai déjà lu tous les autres romans traduits d'Alice Oseman, celui-ci c'était vraiment le petit dernier qui me restait, que j'avais pas acheté d'ailleurs jusque là, je l'ai acheté vraiment très récemment. Et je pensais pas l'aimer autant, c'est vrai que voilà, je savais que c'était Alice Oseman donc je m'attendais à l'apprécier parce que j'aime beaucoup sa plume, mais je pensais pas que ce serait à ce point là et en fait j'ai été complètement embarquée dans cette histoire que j'ai pas du tout réussi à lâcher. Dans ce récit là du coup on va suivre deux points de vue. D'un côté on suit l'histoire de Angel, c'est une jeune femme qui est dans un fandom d'un groupe de musique, elle est vraiment complètement passionnée par ce groupe de musique, toute sa vie un petit peu tourne autour d'eux, elle est dans les grosses fanbases sur internet, elle est vraiment réputée comme étant l'une des fans. Et on va la suivre du coup dans une semaine très particulière puisque c'est la semaine dans laquelle elle va enfin aller au concert de son groupe préféré. Ça va également l'amener à rencontrer d'autres personnes qu'elle a rencontrées sur internet par le biais justement de ce fandom. On voit vraiment le côté fan, vraiment très fan, avec des personnes voilà, qui écrivent des fanfictions, qui spéculent sur la vie des différents membres du groupe, qui sont à l'affût de la moindre apparition qu'ils peuvent faire dans la presse, de la moindre photo volée, etc. C'est pas forcément le cas d'Angel, mais en tout cas c'est vraiment qu'on voit quelque chose qu'on voit qui est vraiment très décrit dans ce roman-là. Et puis le second personnage que l'on suit c'est Jimmy, et Jimmy bah, du coup c'est l'un des membres de ce fameux groupe de musique dans lequel ils sont trois garçons à jouer. Jimmy lui c'est un jeune homme qui est trans, il a été propulsé très jeune dans cette énorme gloire puisque c'est vraiment un groupe de musique extrêmement populaire qui vient du coup d'Angleterre mais qui commence également à faire parler de lui aux États-Unis. Jimmy lui c'est un personnage qui souffre d'anxiété qui est vraiment très importante avec des crises de panique également, et du coup bah pareil on va le suivre dans toute cette semaine qui est une semaine également très chargée pour eux parce que certes il y a donc cet énorme concert mais il y a également des rencontres avec des fans et puis la signature d'un nouveau contrat qui sont prévus. J'ai beaucoup aimé les deux points de vue. Alors pour ma part j'ai pas été spécialement dans un fandom ou quoi que ce soit, j'ai jamais écrit de fanfiction, j'en ai jamais lu spécialement non plus. Donc j'ai pas connu ce côté-là, mais je pense que toutes les personnes qui ont connu vraiment ce côté peut-être apprécieront du coup retrouver tout ça là-dedans. Après moi c'est pas quelque chose que j'ai connu, mais c'est quelque chose que j'ai connu dans ma génération. J'ai vu plein d'amis qui étaient là-dedans, que ce soit avec, j'en sais rien, avec Tokyo Hotel, avec Mozart l'Opéra Rock, avec One Direction. Voilà, j'avais des amis qui étaient là-dedans et du coup je trouve que c'est vraiment très représentatif ouais, de notre époque. Après ça se fait encore un peu maintenant je trouve avec les groupes de K-pop, comment la musique peut nous bercer autant dans notre vie. Et puis du coup on parle également de pas mal d'autres thématiques, on parle beaucoup de la thématique du passage à l'âge adulte, de ce qu'on veut faire de sa vie. C'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans les romans d'Alice Oseman, aussi bien du coup du côté d'Angel qui elle du coup c'est une jeune femme musulmane, elle est voilée. On suit beaucoup son côté voilà, de chercher sa propre identité au-delà du fait d'être une grande fan. Et puis du côté de Jimmy avec effectivement donc, cette célébrité qui lui arrive d'un coup, et puis tout ce côté d'anxiété, des crises d'angoisse que j'ai trouvé hyper bien décrit et qui m'a beaucoup touchée de ce côté-là aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un roman que je m'attendais à aimer mais que je m'attendais pas à aimer autant, et vraiment il m'a fait passer par plein d'émotions et c'est un titre que je ne peux que vous recommander. Ensuite, j'ai lu le second tome de Porcelam par Célia Flo, donc c'est une série publiée aux éditions Bayard. Ici ce second tome s'appelle Le Chant du Phénix. Le premier tome du coup s'appelle La Voix du Kirin, c'est un titre que j'avais bien apprécié. On est ici sur un titre de fantasy qui s'inspire de légendes asiatiques avec 5 clans principaux qui sont représentés chacun par un animal, également par un pouvoir. Et chacun de ces clans a également une manière différente pour choisir un peu son élu. Pour certains on est vraiment sur quelque chose d'héritage avec une lignée, pour d'autres c'est une personne choisie un peu au hasard, pour d'autres c'est le roi actuel qui va désigner la personne qui suivra, d'autres encore c'est plus une grande prêtresse spirituelle, etc. Donc voilà, on voit vraiment pour tous ces différents clans comment ça se passe. Dans le premier du coup on suivait une jeune femme qui va accéder du coup au clan du Kirin, et donc ici on a donc le chant du phénix. On nous explique du coup que le clan du phénix est assez appauvri puisque l'œuf de phénix n'a pas régénéré et qu'il n'y a plus de personnes, en fait il n'y a plus d'élus depuis plusieurs années maintenant. Pour celui-ci je dois dire que j'ai bien apprécié, j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans, déjà à resituer tout le monde et puis également à entrer vraiment dans cette histoire, puisque finalement cette histoire parle de la recherche de ce nouvel élu pour le clan du Phénix. Et tout le début m'a semblé un petit peu lent alors que j'ai beaucoup apprécié la seconde partie à partir de laquelle justement l'élu est trouvé.
mais à partir du moment où elle se retrouve confrontée à tous les enjeux politiques, etc. qui règnent autour d'elle et tous les complots qu'elle ne pensait pas imaginer. Dans l'ensemble, ça a quand même été une bonne lecture, je serais quand même curieuse de voir ce que donnera la suite. Si jamais vous avez vous aussi lu le premier tome et que vous voulez vous lancer du coup dans ce tome 2, je vous invite à lire le résumé spoilant qu'a fait Marilyn, donc du blog Summaries Books. Elle fait en fait des résumés spoilants, donc des résumés très détaillés qui expliquent tout ce qui va se passer dans un livre pour qu'on puisse lire des suites sans avoir forcément à relire le tome précédent. Ça permet un petit peu de tout resituer et je trouve ça super chouette, j'aime vraiment beaucoup le concept de son blog. Ensuite, j'ai lu le titre qui s'appelle Mes coups seront mes mots, c'est par Ibizoboy et Youssef Salam. Mes coups seront mes mots, du coup c'est un titre qui est écrit en vers libre, qui parle de l'histoire d'un jeune garçon qui va être emprisonné pour quelque chose qu'a priori il n'a pas vraiment fait, ou en tout cas c'est pas très clair. Nous on va suivre toute son histoire, comment est-ce qu'il va écrire. Lui c'est quelqu'un qui est très passionné d'art en général, il est passionné du texte et également de peinture et d'œuvres, de fresques, etc. Il faut savoir du coup sur les deux auteurs que Youssef Salam c'est un des hommes qui avait été accusé à tort d'un meurtre dans Central Park. Il y a eu un film sur son histoire. Mais voilà, il a passé quand même pas mal d'années en prison pour un crime qu'il n'a pas du tout commis pour le coup. Là ici, dans ce titre-là, c'est pas aussi clair que ça, il y a un petit peu un côté flou. On sait que le jeune garçon en fait a participé à une bataille, mais on sait pas exactement qui c'est qui l'a initié, jusqu'où c'est allé. C'est un titre que je m'attendais à plus apprécier que ça, finalement je suis passée je pense un petit peu à côté. Ce qui m'a manqué c'est peut-être un peu de contexte au début et puis peut-être un peu aussi sur la fin. Finalement on a un truc un peu au milieu et on sait pas très bien où situer ce récit-là dans toute une continuité. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce qui m'a manqué. Après je suis quand même contente de l'avoir découvert. Pour ce qui est du coup de la forme en vers libre, elle est vraiment très chouette et puis du coup elle colle très bien avec ce personnage principal qui a un côté très artiste. Ensuite j'ai lu un court roman, il s'agit de Pourquoi de Mocha. C'est publié aux éditions de l'École des loisirs et il s'agit ici d'une réédition puisque le titre est sorti pour la première fois en 2005. Et du coup je dois dire que j'ai été assez surprise de voir qu'il était sorti il y a aussi longtemps. Alors ça se sent un petit peu à la lecture que ça a déjà quelques années, mais je trouve que ça a quand même plutôt bien vieilli. Wafa c'est une jeune fille qui vit avec sa famille, ils sont d'origine somalienne et ils vivent du coup à Cherbourg, donc en Normandie, avec toute sa famille, avec ses frères et sœurs, également ses cousins. Et on voit vraiment du coup dans ce roman-là comment se mêlent finalement la culture et certaines traditions qui existent avec le pays d'accueil et puis les autres traditions auxquelles on doit se confronter. Et du coup ces enfants qui sont un peu la génération charnière, certains sont nés en Somalie, d'autres sont nés en France. Avec l'éducation, par l'éducation qu'ils ont, etc., finalement ils vont être amenés à choisir parmi toutes ces traditions familiales celles qui décident de conserver et puis celles qui ne sont pas normales et contre lesquelles on décide de se rebeller. Et donc en l'occurrence ce récit-là commence du coup par l'histoire de Wafa qui est donc cette adolescente qui décide de quitter la maison avec sa petite sœur qui s'appelle Makeda et qui l'emmène à Paris alors qu'elle a 6 ans, quand elle vient d'avoir 6 ans. Et donc on comprend effectivement que c'est lié au fait de fuir une tradition familiale qui concerne les jeunes filles à laquelle Wafa a elle-même été soumise et à laquelle le reste de sa famille, particulièrement sa grand-mère très ancrée dans les anciennes traditions, veut également soumettre Makeda. Comment est-ce qu'il décide justement cette jeune génération, Wafa mais également ses frères, de dire non à tout ça et de changer les choses. Pour terminer côté roman, je vais terminer avec un titre que j'ai lui pas tellement apprécié. Il s'agit du coup de Psychopompe par Amélie Nothomb. J'étais assez curieuse de le lire et quand Albin Michel l'a proposé parmi le catalogue, voilà, je me suis dit que pourquoi pas, puisque du coup on est ici sur un titre un petit peu autobiographique d'Amélie Nothomb dans lequel elle va revenir au départ sur son enfance en tant que fille d'ambassadeur et de diplomate, comment elle va devenir fascinée par ce monde des oiseaux. Du coup toute la première partie effectivement sur l'enfance je l'ai trouvée vraiment sympa et puis par la suite elle va montrer en quoi le fait d'être psychopompe va l'intéresser avec également pas mal de choses autour de la mort, autour de l'écriture, du rapport à l'écriture et puis ensuite ça part dans quelque chose qui est en fait beaucoup plus brouillon et je trouve beaucoup plus fouillis avec plein de thématiques différentes qui s'entremêlent mais qui sont pas forcément très bien faites dans un titre qui est quand même assez court et du coup je trouve qu'après sur la suite ça perd pas mal en intérêt. J'aimais bien pourtant le début avec toute l'enfance, etc. C'est pas un titre que j'ai particulièrement apprécié ni que je peux vous recommander. Pour terminer, j'ai donc lu le tome 3 du Cercle du Dragonté, qui s'appelle donc La Tapisserie du Dragonté. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 que j'avais trouvé vraiment très doux, très mignon, un super trait de dessin, vraiment j'étais vraiment tombée amoureuse de ce trait là. Pour ce qui est de ce tome 3, du coup je suis assez contente parce que de nouveau je trouve que les dessins sont un peu plus travaillés, un petit peu plus jolis par rapport au tome 2 qui m'avait un poil déçu de ce côté là.
Après, pour ma part, donc ça ne reste toujours pas au niveau du Cercle du Dragonté qui est absolument excellent. J'ai vu différentes choses, j'ai vu soit que la série était terminée en 3 tomes et que c'était donc le dernier, j'ai vu également d'autres choses qui disaient que la série n'était pas terminée, donc je sais pas très bien s'il y en aura d'autres ou pas, surtout que voilà, c'est pas... ce serait pas fermé, il pourrait en soi y en avoir d'autres, tout comme il pourrait ne pas y en avoir. J'ai trouvé assez sympa de voir que les personnages avaient grandi, qu'on voit vraiment leur évolution, le moment où ils vont devoir faire un peu plus des choix pour savoir ce qu'elles vont vouloir faire de leur vie, donc les deux héroïnes principales de la série. C'est vraiment une série que je trouve très mignonne et très douce, mais voilà, c'est vrai que pour ma part, le tome 1 est quand même vraiment au-dessus des autres. Ici. Donc voilà, j'en ai donc terminé avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres, que vous aurez été content d'avoir mon avis sur l'ensemble de ces lectures. Globalement j'ai quand même fait pas mal de très chouettes lectures, j'ai eu une seule vraie déception, quelques petits titres pour lesquels j'aurais aimé les aimer encore plus mais qui globalement ont quand même été de bonnes lectures, et puis quelques très bonnes lectures, donc voilà, je suis vraiment contente. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je pense que j'intercalerai une autre vidéo avant mon point lecture de la fin du mois d'août pour ne pas vous faire que des avis lecture à la suite. Salut!